Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier, pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. Aujourd'hui, je prends la direction de la Plaine Saint-Denis où sont tournées la plupart des émissions de télé. Je vais rencontrer Magali Ripoll, la choriste et musicienne de N'oubliez pas les paroles, l'émission de karaoké qui cartonne depuis plus de 15 ans. J'ai toujours beaucoup aimé sa joie de vivre communicative et son énergie débordante. Mais qui se cache derrière cette personnalité haute en couleurs ? Alors, je vais décrire un petit peu où je me trouve. Il y a plein de robes à paillettes avec des sequins. Alors non, c'est pas un studio de danse avec les stars, mais c'est une loge d'une émission tout aussi, j'allais dire pailletée. Je me trouve avec Magali Ripoll. Bonjour. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour, merci de nous recevoir. Alors, il paraît, vous m'avez dit, on se donne rendez-vous dans ma deuxième maison. Oui, c'est un peu ma deuxième chambre ici. C'est vrai qu'on se croirait un petit peu, oui, dans la loge d'une émission de variété pailletée, ou même pourquoi pas dans la loge de Dalida. Peut-être que, oui, c'est que Dalida avait ce genre de. Alors, il y a au moins, je sais pas. 200, 300 robes avec des sequins, là. Oui, qu'on c'est se rende compte. Tout n'est pas à moi, hein, on précise. C'est une chambre, une loge partagée. Oui, nous sommes dans la loge de l'émission N'oubliez pas les paroles. Donc, nous sommes dans la loge de l'émission N'oubliez pas les paroles. C'est une loge qui est partagée avec tous les musiciens ? Non, avec les musiciennes, en fait. Voilà, avec Karen, la violoniste, Jessie et Nathalie, les choristes. Voilà, donc c'est un peu compartimenté comme ça. C'est notre espace commun et en même temps, on a chacune notre petit coin à nous. Et voilà, j'adore me retrouver ici. Et ben nous, on est très heureux de découvrir cette deuxième maison. Moi, j'avais envie de savoir comment tout avait commencé, même dans l'enfance. J'imagine que c'est quelque chose la musique, c'est quelque chose qui vous habite depuis l'enfance. Je crois que vous êtes issu d'une grande famille de musiciens. Oui, tout à fait, oui. J'ai été nourrie... biberonnée. Voilà, biberonnée à la musique, la chanson, les instruments, en tout genre, en tout style. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je réalise ce sur quoi je travaille et ce que je fais, je me retourne et je me dis très rapidement, en fait, c'est ça que je voulais faire. Alors ça, il est un peu flou parce que c'est plein de choses à la fois et rien d'ultra précis, mais c'est ça que je voulais faire. Et c'est vrai que la musique m'a menée ici avec vous aujourd'hui et j'ai eu la chance d'y baigner depuis toute petite. Au début de votre carrière, vous aviez envie de quoi ? D'être chanteuse, de faire une carrière dans la chanson, de faire plein de choses différentes. C'était quoi qui vous animait vraiment ? Le but vous savez quoi ? Je n'en sais rien. Et justement, je me demande si c'était pas ce que je fais, mais je ne savais pas identifier ça. Parce que oui, j'adore chanter depuis que je suis toute petite. J'ai chanté avec ma brosse à cheveux devant un miroir toute mon enfance. J'hurlais à tue-tête, je m'enfermais dans les WC, je chantais, ça résonnait, je me faisais engueuler parce que je chantais trop fort et tout le temps. Bien sûr que j'aurais voulu être... je sais pas, Céline Dion, oui. Mon Dieu, quelle prétention de dire ça. Non, mais je voulais aussi être comédienne. Je voulais jouer du piano très très bien et que des gens viennent me voir jouer du piano. Je sais pas en fait ce que je voulais, mais je pense que je voulais plein de choses à la fois et que si je n'avais choisi qu'une voie, quelle qu'elle soit, je me serais vite ennuyée. Et c'est cette pluralité qui a fait qu'on vous a remarqué, j'ai l'impression. Oui. Ou en tout cas qu'on a eu besoin de moi. Voilà. Vous êtes une artiste complète en fait, et c'était ce qu'il fallait pour cette émission. Oui, et c'est ce pourquoi on m'a appelée justement. Je le dis parfois, mais je ne me serais jamais retrouvée dans cette émission si je n'avais fait que chanter ou que jouer d'un instrument. Il fallait un côté un petit peu couteau suisse parce qu'il fallait que je donne les débuts de chansons de femmes et en même temps il y avait besoin d'un second clavier. Et puis accessoirement, si de l'accordéon figurait dans une chanson, il fallait pouvoir le faire. Et le chef d'orchestre qui m'a contacté à l'époque connaissait plein d'autres chanteuses et qui chantaient 1000 fois mieux que moi. Et il a fait appel à moi pour ce job-là. Exactement. Comment est-ce que vous avez réagi à ce moment-là ? C'était un oui d'emblée ?
Ça a été un oui d'emblée et je me suis posé beaucoup de questions parce que je me souviendrai toujours de ce coup de fil. On est en novembre 2007. À cette époque, il faut savoir que je traverse une période comme ça arrive parfois dans la vie des artistes et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce qu'on appelle le désert. Voilà, les déserts. C'est-à-dire que à ce moment-là, je dois partir sur une tournée et finalement, au dernier moment, on ne fait pas appel à moi. Je passe un casting pour une comédie musicale et puis on me dit oui, je passe la deuxième étape, la troisième étape, on me laisse sans nouvelles. Une fin de tournée qui devait se faire s'annule. Je suis vraiment je suis en train de courir le cachet, comme on dit. Voilà, c'est arrivé parfois et c'est très angoissant, mais j'en étais là. Et il m'appelle, il me dit bon, j'ai pas le temps, je fais très vite, mais voilà, il y a un pilote qui va se tourner. C'est animé par Nagui, c'est une émission avec un karaoké. Il faut que les gens trouvent des mots, ils gagnent des sous. Par exemple, si je chante tout, vous saurez tout sur le. Et là, il dit et les gens doivent trouver Zizi. Et j'étais là, je l'écoutais au téléphone, je regardais. J'étais chez mes parents dans le sud et je regardais par la fenêtre de la salle de bain, la pluie tombait. Et je me suis dit oui, bon, de toute façon, quoi que ce soit, je vais y aller. Bon, voilà, j'ai besoin de toi pour faire du clavier, on tourne une émission, on passe le test, on verra bien comment ça se passera. Est-ce que ça te branche? J'ai dit oui. Et 15 jours après, c'est ça, moins de 3 semaines après, en tout cas, on était sur le plateau. Bonjour Nagui, poignée de main et au revoir. Et c'est parti, bim bam boum. Vous disiez, voilà, parfois on me laissait sans nouvelles. C'est aussi cruel ce petit monde d'espérer et de passer toutes ces étapes et au final, il se passe rien. Ça t'est arrivé plusieurs fois? Oh là là, c'est arrivé. Mais si vous saviez les déceptions que j'ai eues et en même temps, elles ont été très faciles à digérer parce qu'il faut digérer ça. Et il faut s'armer, il faut se préparer à ça. Parce qu'en fait, il est très probable que 90% de votre parcours soit semé de ça. Et en fait, pour les petites histoires, j'ai passé plein de castings. Je n'ai jamais obtenu les rôles dans les comédies musicales ou même pour les événements pour lesquels Quelle comédie musicale par exemple? Par exemple, il y avait ma première expérience, c'est Notre-Dame de Paris. Je viens d'arriver à Paris, là on est vraiment en septembre 96 et une connaissance, un musicien du sud de la France, mais mon père en relation avec le futur directeur artistique de Notre-Dame de Paris. Parce qu'il a entendu ma voix sur une cassette. Voilà, il a dit je pense que ça va plaire. Donc là j'ai 17 ans et on me propose de postuler pour Notre-Dame de Paris. Je vais dans le studio de ce directeur artistique qui venait d'avoir Richard Cochiante au téléphone et qui lui a dit je vais t'envoyer on va faire enregistrer une certaine Magali sur c'est incroyable que je vous raconte ça et en même temps je me replonge dans ces trucs-là. C'était pour un rôle en particulier? Alors c'était pour soit Fleur de Lys, soit Esmeralda. Et du coup, j'ai passé plusieurs étapes, c'est-à-dire que ma voix a été validée sur des chansons. Et je me souviens, la première chanson que j'ai travaillée, c'est Vivre. Vivre pour celui qu'on aime, voilà. Et à l'époque, c'est pas que les dés étaient pipés, mais je pense que il faisait avancer dans cette pyramide de casting plusieurs chanteuses, plusieurs artistes en tout cas. Et je pense qu'un petit peu au dernier moment, et ça leur a servi, et c'est tant mieux. Et c'est vrai que beaucoup de comédies musicales ont été montées comme ça. Ils ont choisi des têtes d'affiche, en tout cas, voilà, des artistes qui étaient en cours de signature dans une maison de disques ou qui venaient de signer, qui en même temps, en parallèle, venaient de sortir ou allaient sortir un single pour que. Et je comprends que la communication se fasse en masse et qu'ensuite on puisse cibler sur leur présence dans telle comédie musicale. Et voilà, moi je n'étais rien ni personne. Je venais d'arriver et vraiment. Mais vous auriez pu devenir à ce moment-là. Oui, pourquoi pas, mais finalement, c'était pas mon chemin. C'est vrai qu'on le sait peu, mais vous avez accompagné sur scène de grands artistes. Vous avez accompagné qui exactement ? Alors, j'ai accompagné... Parmi les plus connus. Oui, bien sûr. J'ai été au tout début de la carrière de Laurie, sur scène et en studio. Ça a pris quelques années quand même. Et puis, on a eu la chance de faire énormément de concerts et même carrément le tour du monde, dirons-nous. J'ai ensuite accompagné Thierry Amiel qui débarquait avec un super album écrit par Daniel Darc.
C'était vraiment très chouette. Et j'ai accompagné Richard Gottener. J'ai fait épisodiquement des promotions et des concerts et des petits lives avec Patrick Bruel. J'ai accompagné Lynn Renaud. Qui est-ce que j'ai accompagné ? J'ai accompagné la chanteuse Mickey Green aussi. C'était chouette. On jouait en Europe dans des super salles. Et le jour où j'ai accompagné Lynn Renaud, enfin en tout cas je l'ai accompagnée lors d'un concert qui a été diffusé à la télé, il y a un truc complètement dingue qui s'est passé. C'est que le lendemain de la diffusion de ce concert, le téléphone sonne à mon domicile et là c'est le chef d'orchestre d'Aznavour qui appelle et qui dit « Bonjour, je suis le chef d'orchestre de Monsieur Aznavour. Nous souhaiterions contacter Magali Ripoll pour qu'elle rejoigne sa tournée. Est-ce que je suis au bon numéro ?» Incroyable. Et là je suis partie pour presque 8 ans d'accompagnement de notre cher Charles Aznavour. Voilà. Au clavier, à l'accordéon et au chœur aussi. Et là, on a fait plusieurs fois le tour du monde et ça a été une aventure de dingue. Et c'est le dernier artiste que j'ai accompagné parce que, très sincèrement, qui accompagnait après lui avec tous les éléments réunis d'admiration sans fin que j'avais pour lui, son répertoire, ses chansons, et puis de plaisir à l'accompagner sur scène et de ses expériences dingues de voyage et de découverte de pays différents à ses côtés. Si vous deviez garder un souvenir avec lui, qu'est-ce que ce serait ? J'ai une image qui me revient en tête, c'est qu'on a fait un concert au Chili, à Santiago du Chili, et il est arrivé sur scène et on aurait dit que c'était Dieu. Je vous jure que les gens, enfin le public était en transe. Le public était en transe parce que il incarnait là-bas, mais aussi dans plein d'autres pays, mais quelque chose, enfin, une symbolique très très forte, presque quelque chose de religieux. C'est mystique. Incroyable, de mystique. Je me souviens du visage d'une femme qui était qui pleurait, mais elle pleurait, elle le voyait, elle pleurait. Et il était là, il ouvrait ses bras, il a commencé à chanter. Rien que d'en reparler, j'ai des frissons. C'est hallucinant. Et pourquoi ce souvenir m'a marqué, c'est que il avait des chansons qui étaient des succès là-bas en Amérique du Sud. On a fait plusieurs fois des tournées en Amérique du Sud. Et pour la plupart, des chansons qui ne sont jamais sorties en France. Bien sûr, il y avait des chansons réadaptées, traduites en espagnol et même dans d'autres langues selon selon les pays dans lesquels on se produisait. Mais là, pour le coup, il a eu vraiment, en Russie aussi, mais en Amérique du Sud, des vrais tubes, notamment un titre qui s'appelle Apaga la luz, qui n'existe pas en français. Donc ça veut dire que notre star à nous, notre légende, encore vivante à l'époque de Charles Aznavour, était aussi une légende avec d'autres chansons dans d'autres pays. C'est fou. Et c'était dingue. Et de voir ça, je sais pas, il y avait au moins 12 000 personnes dans cette salle et tout le monde était une émotion de dingue. Et ça, ce n'est qu'un souvenir parmi tant d'autres. Un iceberg de plein d'autres, ouais. Donc on vous appelle en 2007, vous recevez ce petit coup de fil, on vous dit, voilà, on tourne un pilote, vous n'hésitez pas une seule seconde, vous y allez. Vous vous souvenez de cette première entrée sur le plateau, ce que vous avez ressenti, même du premier échange avec Nagui à ce moment-là ? Oui, ce qui m'a marqué, c'est que c'était vraiment bonjour, on y va, quoi. Allez hop, on bosse. C'est ça. C'est que je m'attendais à rien d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois que je venais sur un plateau de télé pour être musicienne. J'avais accompagné pas mal d'artistes dans plein d'émissions, c'était très très chouette. Mais là, on nous confie un job et on était vraiment, on se serrait les coudes avec les autres musiciens qui sont là aussi depuis le début, le noyau dur. Je pense à Momo le bassiste, à François le pianiste, Jean-Luc et Christian les guitaristes, et à l'époque Richard le batteur. Et donc ce chef d'orchestre David Dahan qui nous avait qui avait formé cette équipe, on se serrait les coudes parce qu'on savait qu'on avait plein de morceaux à jouer, que ça allait aller très vite, mais il n'y a pas eu de temps d'adaptation où voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. C'est chacun à son poste. Le réalisateur, Nagui, toute la technique, et puis en fait nous au nôtre, et ça y est, c'est parti, quoi. Il y a vraiment eu une très courte répétition et puis les lumières se sont allumées. Nagui est arrivé avec son costume et il y avait des candidats qui étaient des volontaires en fait pour être un peu les cobayes de l'émission et je me suis dit ah ouais. Et là j'ai réalisé tout le travail en amont que ça représentait pour encore une fois chacun de ces pôles d'équipe. Généralement dans les émissions, les musiciens sont un petit peu mis de côté. En tout cas, on leur donne pas forcément la parole, ils sont plus là pour assurer une ambiance en fait. Et petit à petit dans cette émission, vous avez pris vraiment,
on vous a donné vraiment un rôle à tous, petit à petit. Comment vous percevez ça ? Au départ, c'était pas forcément prévu dans la mécanique de l'émission, si je me souviens bien. Je fais appel à mes premiers souvenirs. Mais vous avez une très bonne mémoire, Marie-Amélie. vous ne dites que des choses justes. C'est mon émission préférée. D'accord. Une de mes émissions préférées. Je vais vous tester alors sur les paroles. Non, mais c'est ça, c'est les codes de l'émission tels qu'elle existait aux États-Unis. Ne mettait pas du tout plus en valeur que ça et en lumière les musiciens. Effectivement, puis on était un petit peu dans la pénombre, on était sur le côté, on nous entendait très bien, mais on ne nous donnait pas la parole et encore moins un rôle. Et ça, c'est du grand Nagui. C'est-à-dire qu'il est capable, il est tellement créateur en fait, il est tellement précurseur de plein de choses qu'il est capable de chambouler et de transformer un programme qui est déjà existant et depuis des années, à tel point qu'on a fini par nous éclairer de plus en plus et qu'il a demandé à ce que les voix qui guidaient les candidats, parce qu'au début je chantais et celui qui était au poste de percussion chantait aussi les débuts de chansons d'hommes et de chansons de femmes, mais on ne nous entendait pas à l'antenne. La voix ne passait que dans les retours sur le plateau pour guider le candidat. Et puis un beau jour, Nagui est arrivé en demandant à ce qu'on entende nos voix chanter à l'antenne. Et puis finalement, un beau jour, il a demandé qu'on ait un micro avec une pédale spéciale pour pouvoir parler à l'antenne et lui répondre, parce qu'il avait envie de cet échange et que Nagui, c'est quelqu'un qui a envie d'interaction, d'échange et qui a besoin de s'appuyer sur des réactions. C'est quelqu'un qui est tellement vibrant dans son tempérament, dans sa façon d'être, que effectivement, je ne le vois pas parcourir ces années en animant l'émission avec comme un plexiglas entre lui et les musiciens et les autres équipes, en traçant sa route et chacun la sienne. Non, effectivement, il a besoin de cet échange et des réactions. Et il voilà, a sans doute senti aussi tout le potentiel, j'ai envie de dire, en tout cas, tout ce que ça pouvait apporter à l'émission que de vous mettre en valeur. Vous avez été peut-être la première à avoir été mis en valeur. Oui, je pense par la force des choses, parce que faut savoir, voilà, je vais vous dire, en fait, j'ai toujours eu un côté bon élève, bon petit soldat, fais ci, fais ça, parce que j'aime bien faire les trucs qu'on me demande. C'est carré. Voilà, c'est carré, comme ça personne me casse les pieds, c'est très bien, voilà. Mais j'ai un petit problème, et j'avais déjà ce problème-là à l'école, c'est que je m'ennuie très vite. C'est-à-dire que, j'ai fait une fois le truc, 2 fois le truc, c'est bien, oui, 2 fois, et donc, Enso, qu'est-ce qui se passe? Donc je commençais à faire le clown, c'était plus fort que moi, je le faisais déjà dans d'autres projets, je le faisais pas avec les artistes que j'accompagnais. Au départ, mais bon. Oui, vous étiez peut-être un petit peu sur la réserve de voir un petit peu. Je dévoile pas tout de suite la face obscure, le côté obscur du démon. Mais voilà, dans les orchestres de bal dans lesquels je jouais, j'étais habillée en Claudette et je dansais autour du chanteur. Forcément, moi, je mettais ma perruque de travers, je remontais mon short, je faisais le clown. Je m'ennuie quand je me prends au sérieux. En fait, ça doit être ça. Et donc, du coup, je commençais à faire le clown sur N'oubliez pas les paroles. Je ramenais des perruques. Je me fabriquais des accessoires. Je me fabriquais une dent noire avec du scotch pour faire rire les copains parce que je venais de chanter un truc. Enfin voilà, c'était comme ça. Et puis, de temps en temps, c'était vous qui assuriez le côté accessoiriste, en fait. Oui, c'est ça. J'imagine que maintenant, c'est devenu un rôle à part entière. Oui, il y a quelqu'un qui est chargé de ça avec des vrais accessoires pour le coup, bien plus au point que ceux que je fabriquais. Et puis finalement, Nagui a vu ça d'un coin de l'œil, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis le réalisateur Gérard Pulicino a vu aussi ce que je faisais. Il a commencé à envoyer des caméramans en disant filme Magali sur les génériques de fin. Souvent, il me disait, je voyais le caméraman qui arrivait vers moi, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Vas-y, fais la conférence. Sois naturel. Sois naturel. Et à tel point qu'à l'époque, le chef d'orchestre m'a dit, et on en a discuté lui et moi, et c'est vrai que mais à juste titre, je comprends. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, c'est sympa les clowneries, mais voilà, n'oublie pas quand même qu'on est dans une émission en live. Voilà, c'est un jeu, c'est de la télé, on n'est pas non plus. Il y a de l'argent quand même au bout du compte. Voilà. Donc, c'est pas le cirque Grus. arrête-toi un petit peu, lève le pied. Et j'ai levé le pied. Et Gérard Pulicino est venu me voir après un tournage en disant, ça va, qu'est-ce que t'as? Vraiment, il m'a dit, mais ça va en ce moment? Je dis, ben oui. Il dit, mais je sais pas, tu fais plus. Je dis, tu sais, on m'a demandé d'être un peu plus discrète. Il me regarde, il me dit, tu veux continuer à bosser dans cette émission? J'ai dit oui. Il a dit,
tu veux continuer à t'éclater dans cette émission? J'ai dit bah oui. Il dit continue à faire ce que tu faisais. Il dit tu réfléchis même pas. Et moi je me suis dit bon bah si lui me dit que je peux faire ci et ça, c'est bon, je vais me rouler par terre et ça va être chouette. Et puis finalement ils ont de plus en plus mis en lumière ça. Et un beau matin, Nagui m'a téléphoné et m'a dit est-ce que t'as pas l'impression, parce qu'en fait, je pense qu'il a appris à me connaître très très vite, est-ce que t'as pas l'impression de tourner un peu en rond et de t'ennuyer toute seule? Ça te dirait qu'il y ait des choristes et que voilà, et qu'il y ait des accessoires? Et moi, je lui dis, oh ouais, yes! Et voilà, et c'était parti. Et c'était en 2014 même, je crois. Et les choristes débarquaient, Fabien débarquait, et puis c'était la folie des vestes à paillettes et tout ce que vous voyez aujourd'hui à l'écran. Quelle est votre relation avec les autres musiciens? Vous disiez que voilà, il y avait le noyau dur et que avec certains vous aviez commencé, vous étiez là depuis le départ. C'est vrai que moi souvent je me demande est-ce qu'ils se voient en dehors, est-ce qu'ils se font des barbecues, des apéros. Mais carrément, c'est vrai, on s'est fait pour une grande partie de l'équipe, tout le monde n'était pas dispo, mais on s'est fait un barbecue là après l'été, pendant les beaux jours. Chez François, le pianiste, qui a une jolie petite maison avec un joli petit jardin. On est tous arrivés avec nos saucisses et notre. Non mais c'est vrai. De temps en temps, Fabien organise une soirée raclette. Non mais très sincèrement, on est nombreux, on est 14. Alors bien sûr, si on doit tous se regrouper, il faut vraiment bloquer dans le planning une date. C'est compliqué, d'accord. Déjà pour les tournages, c'est compliqué. Mais je vais vous dire, on est parti pendant presque un an en tournée avec le spectacle. N'oubliez pas les paroles. Et avant de partir, on s'est tous dit, waouh. On passe déjà un bon moment de l'année tous ensemble. On va être dans un tourbus, on va être sur scène, on va se voir tout le temps. C'est encore autre chose, ouais. C'est encore autre chose. Et c'est passé, mais c'était d'une fluidité parce que justement on se connaît très bien depuis longtemps et que chacun connaît le tempérament de chacun. On sait très bien, voilà, on vit pas chez des bisounours. Laisse voilà, exactement. Le petit sas. Oui, c'est très bien, mais on est tous en contact très régulièrement. Ben, j'ai envie de vous poser la même question avec les maestros. Souvent, on parle de la famille des maestros. On les entend dire que voilà, ils répètent ensemble, qu'ils se voient beaucoup. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de cette secte, des maestros? C'est ça. Bah, en fait, ou non, on n'en fait pas partie parce que justement, c'est leur groupe, c'est leur, comment dire, ils ont leur des problématiques, des objectifs communs. Des objectifs communs, c'est ça. Et du coup, ils eux-mêmes aussi se serrent les coudes en ce sens, et ça forme une grande équipe. Et je pense que des affinités se sont créées. Mais nous avons des affinités aussi avec certains maestros que justement on a retrouvés en tournée. Donc là aussi, ça s'est très bien passé, c'est chouette. Après, on n'a pas de lien d'intimité avec eux parce que, et c'est vrai que ça se fait tout naturellement, parce que ça reste aussi quand même un jeu. Ça passe à la télévision, ça n'est pas que du spectacle, c'est aussi un jeu. Aussi, ouais. Avec voilà, ils reviennent épisodiquement pour gagner de l'argent, soit pour des associations. Avec de l'argent, mais voilà, il y a quelque chose en jeu. On pourrait pas, il faudrait pas qu'on prenne le risque d'être soupçonné de favoriser l'un ou l'autre, voilà. Et la preuve, on est dans un bâtiment au rez-de-chaussée avec les loges des musiciennes et des musiciens un petit peu plus loin, et à un autre étage. Voilà, on est vraiment compartimenté aussi parce qu'on n'est pas censé être en relation comme ça avec eux les jours de tournage. Voilà, mais sur les réseaux, on échange beaucoup. C'est vrai que j'avais pas imaginé ça, mais il faut quand même faire attention parce que bon, forcément, ça reste des relations humaines et on peut avoir plus ou moins d'affect pour un candidat ou un autre, mais il faut rester hyper partial en fait. Bien sûr. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il y a une convivialité très 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 forte quand on se retrouve et quand ils reviennent pour les fameux masters et à chaque fois c'est la fête. Il y a une relation qui est aussi qui paraît aussi évidente et très spontanée, c'est celle que vous avez avec Nagui et justement le fait que vous taquiniez l'un l'autre. Ça c'était direct, vous sentiez que vous allez bien vous entendre avec lui, ça a été assez. Oui, ça a été direct parce que j'avais déjà une grande admiration pour lui. À l'époque où il a commencé à animer Que le meilleur gagne, je sais plus quel âge j'avais, peu importe, mais j'étais une jeune adolescente. Et un jour, je suis rentrée à la maison et ma mère m'a dit « Tu devrais regarder cette émission ». Elle regardait l'émission et elle m'a dit tu devrais regarder cette émission parce qu'il y a un super animateur, j'adore ce qu'il dégage, il est voilà, j'adore sa personnalité et je suis sûre que tu vas aimer. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. En plus, on n'avait pas forcément de rendez-vous de télé à la maison, on n'était pas, si on regardait, ah oui, je me souviens, on regardait Pyramide.
J'aimais bien Pyramide. Avec le roumet, ouais, ma mère aimait bien Pyramide. Et un beau jour, voilà, je débarque et que le meilleur gagne et dit le jeu est super et j'adore cet animateur. Et je regarde et là je vois Nagui. Et je me souviendrai toujours de ça parce que ce qu'a dégagé Nagui à travers la télévision, comme ça, du tac au tac, en un quart de seconde, c'est exactement ce que j'ai retrouvé quand j'ai travaillé avec lui. Donc, j'ai pas du tout été étonnée de sa façon de travailler, de ce qu'il dégageait aussi en dehors de la télévision, parce que c'est pas quelqu'un qui se met le costume d'animateur et qui joue est une personne d'autre. Non, c'est vraiment quelqu'un comme il est dans l'émission. Et d'ailleurs, je veux dire, le public le sait depuis le nombre d'années qu'il le suit. On peut pas, voilà. Je veux dire, tout est très lisible et donc ça a matché tout de suite. Et puis en même temps, voilà, ça a matché dans le sens où je disais tout à l'heure que j'aime bien le côté, j'ai un petit côté bon élève, je fais le job, je sais qu'il a ses exigences de voilà, c'est ce que j'allais vous dire, il a quand même ses exigences de producteur et ça implique de lui qu'il soit très carré, bien etc. sûr. Mais ça matchait bien aussi avec oui. votre personnalité. Oui, c'est parce qu'il faut que ça tourne, en fait. Il faut que ça tourne, il faut que le job soit fait, bien sûr. Mais comme pour tout, comme quand on accompagne un artiste, pour l'artiste même, son projet, ses chansons, sa tournée sont les choses les plus importantes. Il faut être au service de ça. Il faut accompagner. Et accompagner un chanteur, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et nous, les musiciens, on accompagne les candidats qui chantent, mais on accompagne Nagui dans l'émission aussi. Et c'est toute une globalité comme ça qui s'installe. Et c'est un échange de bons procédés. Alors, vous avez quand même un rôle très important, vous, musiciens. Et parfois, forcément, en tant que téléspectateur, on se met un peu... C'est pas qu'on se met à votre place, mais on imagine ce que vous pouvez ressentir. Et parfois, quand on a des candidats qui sont pas très à l'aise, qui chantent faux, ça reste quand même à vous de... C'est votre rôle aussi que de gérer, de rassurer, d'assurer aussi vocalement pour pas que ce soit trop la catastrophe non plus, même si on n'attend pas des candidats évidemment que ce soit des chanteurs, mais quand même, est-ce qu'il y a une responsabilité aussi qui vous incombe ? Je sais pas si c'est une responsabilité, mais en tout cas, c'est un rôle un petit peu délicat parce que déjà, on n'est pas là pour juger. Alors, tout comme le téléspectateur ne juge pas la façon de chanter, mais c'est vrai que j'imagine qu'il est plus agréable d'être devant sa télé avec quelqu'un qui chante hyper juste et vachement bien plutôt que quelqu'un où les notes partent dans tous les sens, mais à qui on peut s'attacher aussi parce que la personnalité... Il peut y en avoir dans les maestros qui reconnaissent, qui sont pas... Donc, en fait, il faut les guider, les rattraper, venir mettre un petit pansement sur les moments plus fragiles vocalement. Mais ça, là où c'est très simple pour moi, c'est que j'ai dans mon axe de vision le candidat et Nagui. Nagui me regarde, il me fait un clin d'œil, je réenclenche la voix pour soutenir le candidat. Oui. Je le fais parfois toute seule instinctivement parce que je sens que c'est fragile, mais il y a aussi des moments où ça sert à rien de tout le temps rattraper quelqu'un qui chante pas très bien, puis ça peut même lui le déstabiliser à force d'entendre quelqu'un qui chante à côté comme ça. Voilà, il faut que ça soit un enrobage en fait, et j'adore faire ça. Et c'est compliqué de pas les déstabiliser, même au moment où les paroles se coupent. Ça doit être parfois on doit avoir envie de continuer. Oui. Ça m'est arrivé quelquefois, moins qu'à d'autres. Ça t'est arrivé. Je suis pas là pour l'énoncer qui que ce soit. Je vais lui faire un gros bisou. mais voilà, ça m'est arrivé de déborder parce que. Mais moi, je fonctionne à l'instinct et je ne perds jamais de mon champ de vision le candidat pour la simple et bonne raison que pour la petite anecdote physiologique, je fais de l'hyperacousie. C'est-à-dire que je suis très vite encombrée auditivement par plusieurs sons, par des fréquences. Voilà, je suis hypersensible à ça. Peut-être que j'ai une ouïe de dauphin, qui sait, j'en sais rien, mais j'entends tout très distinctement, très fort. Voilà, et du coup, ça fait un gros brouhaha. Du coup, je n'entends pas la régie on a des oreillettes. Voilà, je n'entends pas j'ai un minimum d'instruments. Je n'entends pas la régie, je n'entends quasiment pas la voix des candidats. Je n'entends pas la dame qui est la script et qui nous prévient quand les paroles vont s'arrêter. Je n'entends pas plein de choses volontairement. Je n'ai pas mis ça dans mes retours parce que sinon, j'ai la cervelle quand même. C'est pas possible. Je rentre chez moi, vous n'avez pas le retour du candidat? Très peu. Du coup, je l'entends chanter sur le plateau et je suis forcée de le regarder et d'être attentive à ça. Voilà. Et ça, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux.
J'y vais à l'instinct, j'anticipe, je sens une fragilité, donc je le rattrape ou pas, et je regarde en même temps l'écran. Donc, dès que je vois les petits traits jaunes, paf, je m'arrête de chanter. J'essaie d'être assez réactive. Gymnastique, d'être voilà, je me suis rodée comme ça. Oui, du coup. Est-ce que certains candidats, je pense notamment au maestro, est-ce que parfois ils vous ont demandé des conseils vocalement? Sur la tournée, c'est arrivé, oui. Sur la tournée, c'est arrivé parce que je pense à Margot, Hervé qui est plus professionnel parce qu'il a plus l'habitude, d'être sur scène depuis quelques années, Caroline et tantôt Arsène, tantôt Kevin. On a senti comment dire, c'est pas qu'ils avaient besoin d'avoir confiance en eux, parce ils ont quand même de belles personnalités, ils sont quand même ancrés aussi dans le programme, dans l'émission, ils font partie des visages importants de l'émission. D'assumer, de chanter comme ça, devant débarquer 10 sur millions scène, de téléspectateurs. Oui. Ouais. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu plus simple que de débarquer sur scène et voir les gens en vrai? Oui. Alors qu'ils soient 100, 150 ou 2500, peu importe, mais on jouait dans des grandes salles en l'occurrence, et on attendait d'eux qu'ils se comportent presque comme des pros. Des artistes, Donc voilà, ils nous ont demandé quelques conseils, mais la question a été vite réglée par le fait que Jessie, une des choristes de l'émission, est aussi accessoirement coach vocal. C'est vraiment son job. Donc du coup, elle a pris en charge les maestros, et ils se faisaient des séances de répétition, d'échauffement vocal et de placement de leur voix, et tout ça leur a donné encore plus confiance, je pense. Et tous les après-midi, avant de monter sur scène le soir, ils bossaient. Alors, depuis 2017, vous êtes un visage familier. On le disait, on allume le poste, on vous voit avec tous vos costumes, aussi farfelus que soit-il. J'imagine que maintenant, depuis de nombreuses années, on vous reconnaît dans la rue. Ça arrive. Ouais, ça arrive. Ça doit être particulier, ça, la première fois quand même. Oui. C'est particulier parce que la première fois que je m'en suis vraiment rendu compte, c'est assez tardivement d'ailleurs, c'est quand j'ai fait le Festival d'Avignon en 2019, et pour promouvoir mon spectacle, je déambulais dans les rues avec mon petit accordéon, je paradais comme on fait, on fait ça depuis 1000 ans pour le Festival d'Avignon, et là je voyais. Je paradais, mais en fait, c'est les gens qui paradaient et qui venaient me voir. Et je me disais, waouh, à ce point-là, j'allais dans les halles du marché, j'allais partout dans les rues, et en fait, ils me voyaient avec mon accordéon, ils me regardaient une fois, deux fois, et paf, ils m'identifiaient, ils me reconnaissaient. Et je me suis dit, mais à ce point-là, ça m'a vraiment halluciné. Après que accessoirement, épisodiquement, on me reconnaisse quand je fais mes courses et tout ça, c'est un petit peu arrivé. J'ai tout de suite fait la relation avec, bien sûr, N'oubliez pas les paroles. Je me suis dit, oui, on nous voit de plus en plus, c'est logique. Mais ça m'a pas... comment dire, c'est logique. Il serait un petit peu bête de tomber des nues. C'est pas pesant, en tout cas, au quotidien. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut l'être pour certaines célébrités. On vous reconnaît. On est un peu. Il y a des fans qui sont un peu insistants. Peut-être. Alors après, il y a une familiarité par défaut qui est installée, mais elle est tout le temps très positive. Et justement, il y a une bienveillance. Moi, je pense aussi que c'est très lié à ce qu'on incarne à la télévision. Et moi, j'ai cette chance d'incarner un truc hyper cool dans une émission hyper divertissante, avec un animateur que tout le monde adore. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les clés toutes les portes sont ouvertes. Si j'étais chroniqueuse avec je sais pas, un parti pris de temps en temps, là on incarne quelque chose qui est un peu plus risqué. Là où on pourrait dire que je prends des risques, c'est justement que je fais le clown et que je ne réfléchis pas et que parfois ça peut passer pour un manque de respect des œuvres ou des artistes. Mais par contre, il y a un truc qui est très marrant. Alors on me reconnaît. C'est quelque chose qu'on vous a reproché, ça, de manquer de respect une fois, quelqu'un m'a mis un message comme quoi je ne respectais pas Georges Brassens parce que j'avais mis une moustache et une grande guitare et une perruque. Voilà. Bon, c'est pas grave, là, voilà, ça veut dire que le monsieur était un peu énervé, bon, c'est pas grave. Sur des millions de téléspectateurs, ce n'est pas très grave. C'est pas grave. Et puis en plus, on peut pas plaire à tout le monde, on peut pas aimer tout le monde, voilà. Et il y a un truc qui est très marrant par contre, c'est que souvent on me regarde et on me dit bonjour, et les gens ont l'impression qu'on se connaît en fait. Ouais. Ou alors ils me demandent, on se connaît? Et moi je leur dis non, peut-être qu'on était au lycée ensemble, je sais pas, je cherche.
Et j'attends qu'eux-mêmes trouvent, voilà. Ah, mais oui, je l'ai fait chercher, je l'ai fait mariner. J'en dis pas, mais oui, vous me connaissez, vous voyez tous les soirs dans une super émission que tout le monde regarde. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que cette émission, elle a changé votre vie? Elle vous a ouvert d'autres portes aussi? Alors, ça aussi, c'est une question. Est-ce que cette émission a changé ma vie ou est-ce que cette émission fait partie de ma vie? Vous voyez ce que je veux dire? Changer ma vie, ça voudrait dire que j'aurais dû avoir une autre vie si j'avais pas fait cette émission, mais en fait, j'aurais dû avoir 3000 autres vies. Et en fait, c'était mon chemin de vie. Moi, je me dis ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'était ça. Ça a pas changé ma vie. Ça a fait continuer ma vie dans cette direction-là. Et c'est vrai, par contre, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, en tant que chanteuse qui fait un spectacle ou qui se produit dans différents contextes, je sais très bien que combien la portée de cette émission est grande et combien je suis chanceuse d'être visible dans cette émission. Parce qu'il y a plein de choses qui me sont plus facilement accessibles que si je n'avais pas été dans cette émission. Alors moi, je reste vraiment à ma place. Je suis une saltimbanque, je suis une musicienne, je suis une artiste, je fais plein de choses que j'aurais quand même faites s'il n'y avait pas eu N'oubliez pas les paroles, mais ça aurait été moins facile. Ça aurait été moins... On m'appelle pour animer des événements, on m'appelle pour chanter sur la place d'une mairie, pour animer une fête votive, on m'appelle pour plein de choses extra, on m'appelle pour animer sur une croisière, on m'appelle, enfin voilà, on m'appellerait pas si j'étais pas dans N'oubliez pas les paroles, ça je le sais. Donc je surfe là-dessus et je remplis la part de travail qu'on me propose, mais ça c'est sûr, en ce sens-là, ça n'a pas changé ma vie, mais ça a fait se déployer plein de choses. Inévitablement. Et des opportunités que vous saisissez oui, tout à fait. quotidien. Vous disiez un peu plus tôt dans l'interview que vous étiez du genre à vous ennuyer. Mais ça fait quand même 15 ans que vous êtes toujours dans cette émission. Qu'est-ce qui fait que vous vous ennuyez pas, justement ? Ah bah ça, c'est parce que Nagui a su entretenir la flamme, comme dans un vieux couple, j'imagine. C'est ça. Il a su entretenir la flamme avec plein d'ingrédients, plein de choses nouvelles au fil des années qui se sont mises en route. Et c'est aussi quelqu'un Nagui me fait rire. J'adore travailler à ses côtés. C'est vraiment, je le regarde, je regarde l'émission, en fait, pendant qu'on fait l'émission. Donc, en fait, comment s'ennuyer? Et en plus de ça, quand même, et c'est très important, et je le sais, j'ai toujours travaillé sur d'autres projets à côté, en parallèle. Je ne fais pas que N'oubliez pas les paroles. Ça fait un équilibre, en fait. Voilà. Quels sont les autres projets sur lesquels vous travaillez à côté, mis à part ce que vous venez d'évoquer? Eh ben, en fait, plusieurs choses. Déjà, j'ai 2 spectacles sur les routes. Il y a un tour de chant avec un musicien en duo qui est un peu plus, qui est un mélange de concerts live assez participatifs avec une séquence de jeu blind test où j'implique énormément le public pendant ces concerts-là. Il y a aussi le seul en scène un peu plus théâtralisé qui s'appelle Radio Réactive qu'on remet sur scène à la fin de l'automne et pour l'hiver parce que c'est un spectacle qui se prête plus à une programmation dans des théâtres. Et voilà, c'est un spectacle que je ne joue pas pendant la saison estivale. Je joue plutôt l'autre tour de chant. Je suis plusieurs fois par semaine à la radio avec Sophie Davant sur Europe 1 dans l'émission Sophie et les copains où là je fais office de chroniqueuse musicale, donc j'interviens plusieurs fois dans l'émission et aussi aux côtés des auditeurs pour jouer et avec les autres chroniqueurs et on se marre bien, c'est vraiment très chouette. Depuis la rentrée j'ai ce nouveau job, en tout cas cette nouvelle activité qui me plaît énormément et je suis sans cesse en train de travailler. Bon, alors jusqu'à il y a quelques années, j'accompagnais des artistes en tournée et puis je travaille sur des projets en commun avec des gens qui écrivent, des gens qui produisent pour travailler à l'élaboration, pourquoi pas justement d'un podcast musical. Je suis en train de mettre ça en marche depuis l'été dernier. Je griffonne, j'écris, je me pose comme ça une demi-journée, j'écris, ou alors pourquoi pas justement un programme musical pour la télévision si un jour une porte s'ouvre ou une lucarne se met en place pour proposer ça, j'adorerais. Et puis on m'appelle aussi pour d'autres émissions qui se sont tournées et qui seront diffusées un petit peu plus tard pour être un petit peu et j'adore ça. Vous avez vu dans Fort Boyard d'ailleurs cet été. C'était une première. Voilà. J'ai pas chanté dans Fort Boyard, mais j'ai utilisé ma voix pour autre chose. et voilà, donc c'est un équilibre de vie en fait. Exactement. Ouais. Ouais. Si je deviens un petit peu un des porte-drapeaux de la musique à la télévision, ça me va tout à fait. Oui, voilà. parce que mine de rien, il y a peu de place quand même pour les émissions musicales. Oui. Voilà, il y a effectivement des émissions de Nagui. Bon, il y a N'oubliez pas les paroles qui
qui met en avant tout le répertoire français. Il y a aussi Taratata, mais il y a très peu d'autres émissions musicales. Oui. Du coup, quand vous disiez, voilà, si un jour on me propose, vous avez fait des propositions à des chaînes Pas encore, Pas non. encore. Travaillez dessus. Ouais, je travaille dessus. Je travaille dessus parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail en étroite collaboration avec les productions qui, elles, savent, mais ne savent pas complètement non plus ce qui va plaire, ce qui pourrait fonctionner. On y va à tâtons, vraiment. Les cases qui s'y bien. Je découvre aussi tout ça. Parce que quand je dis que je ne pense pas que c'est de la télévision, ce sur quoi je travaille et ce que je fais dans N'oubliez pas les paroles, c'est vraiment ça. Je ne baigne pas. Souvent, on m'a dit dans des conversations, oui, toi qui fais de la télé, tu travailles à la télévision, mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je viens de la musique et je fais quelque chose qui est visible dans une émission, voilà. Alors c'est vrai que le milieu de la télévision, et je le découvre parce que je partage énormément moi je bois les paroles de personnes que je rencontre justement pour des spectacles en commun. Il y a très peu de temps, j'ai passé une soirée sans fin à discuter avec Jérôme Anthony, que j'aime énormément, qui est quelqu'un de très généreux, de très simple. J'aime les gens simples, moi. Voilà, j'aime les échanges simples où on sent qu'il y a un terrain de discussion possible et où chacun partage sa vision des choses et ses expériences. Mais je bois ces mots, je l'écoute parler. On a l'impression que ça fait 60 ans qu'il fait de la télé. Il est tellement pertinent et en même temps, il est tellement frais et en même temps, il a tellement d'expérience. J'ai passé un long moment à discuter aussi avec Jean-Luc Lemoyne, qui est d'une gentillesse absolue et avec qui je travaille de temps en temps donc sur Europe 1. Et je l'écoute, je lui pose des questions, il me demande mon ressenti sur des choses. C'est incroyable d'échanger avec ces personnes qui viennent de milieux artistiques très différents, souvent quand même la scène. Parce qu'on a voilà ce point commun ouais. et qui finissent par faire de la télévision. Et ça me fascine. On va revenir sur le tournage. C'est quand même un sacré rythme. Ça représente combien de journées de tournage par mois? Je sais pas comment. Ça dépend. C'est organiser les tournages. Par mois, on a une session d'enregistrement. Et cette session peut représenter 3 ou 5 jours d'enregistrement. C'est réparti sur toute l'année. Il y a des mois où on va tourner plus, des mois où on va tourner moins. D'accord. Ça va énerver Nagui, ça, si longtemps. Moins. Voilà, c'est assez. C'est combien d'émissions par session? Ça dépend en fait. Tout ça dépend. On tourne pas mal d'émissions par jour parce que c'est ce qui entretient aussi le rythme et la dynamique. Et sincèrement, ça doit être usant. À la fin, on doit être usant en même temps. C'est un métier de passion. Oui, quand je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne séance de sport. Mais voilà, finalement, est-ce que quelque part ça entretient pas un peu la machine? Mais en tout cas, c'est dynamique. C'est ça. C'est un rythme soutenu, mais dynamique. Et c'est nécessaire, je pense, à la dynamique justement de l'émission. Bien sûr. Et à la spontanéité. Toujours, c'est très peu monté. Vous savez, on enregistre, bien sûr, c'est pas un secret pour les téléspectateurs. Comme beaucoup d'émissions, on n'est pas en direct, mais on enregistre dans les conditions directes. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une émission vraiment montée serait une émission qui nécessiterait 1 heure d'enregistrement et on rogne par-ci par-là et finalement on se retrouve avec un programme de 35 minutes. Là, non. On enregistre... Nagui a tout le temps un œil sur ce qu'on appelle le time code, qui est une horloge qui défile sur l'écran pour vérifier qu'il est dans le bon timing. Alors ça aussi, ça c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est de l'ordre du génie de faire ça. Et c'est parce qu'il vient de la radio qu'il arrive à faire ça à merveille. Enfin, il est très très fort. Il arrive à doser le rythme de l'émission pour qu'elle tienne dans savoir un à quel timing moment précis. Il faut accélérer, à quel moment. Et puis emmener tout le monde dans la même direction. Voilà. Et donc, c'est quasiment pas monté. Et donc, ça laisse aussi quand même une marge d'erreur possible. Si bien que à la télé, dans une émission de télé, il est possible qu'on entende des couacs musicaux ou qu'on fasse un faux départ et qu'on reprenne. Et c'est ça qui est génial. Ouais. Voilà. Il faut le garder. C'est ce à quoi s'attachent les gens parce qu'il y a quelque chose d'organique, de vrai, de brut de décoffrage. Et ça, je pense que le public, encore une fois, adore ça. Mais cette rythmicité-là, elle ne serait pas possible si on enregistrait moins souvent sur des journées plus longues, moins d'émissions. Ce serait cassé, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce que ça implique d'avoir une hygiène de vie particulière, de faire attention à ce qu'on mange, au sommeil? Oui, inévitablement, oui. Moi, j'ai horreur d'avoir une hygiène de vie. J'ai envie de faire la fête tout le temps. Hein. J'ai envie de pas beaucoup dormir. J'ai envie de beaucoup manger. Et puis, avec l'âge, je regrette parfois le matin au réveil, avant d'aller tourner des émissions, ce que j'ai fait la veille. Moi, je plaisante un peu, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que on fait quand même attention. Quoi. Voilà, mon corps, c'est ma machine. Mon corps, c'est mon véhicule. Je le prends comme ça. Donc, je me mets pas à faire du sport ou à manger ci ou ça pour rentrer dans tel code. C'est-à-dire que naturellement, si je me pose, je me dis, ok,
t'as besoin de ça, là faut te poser, là t'as besoin de défouler. Donc du coup j'essaye d'écouter mon corps et de lui donner ce dont il a besoin. Déjà je ne mange que quand j'ai faim. C'est-à-dire je me mets pas à table pour faire un repas si j'ai pas faim. Parfois j'ai des envies de sucre de dingue et je me lâche et paf et voilà, j'essaie d'équilibrer tout ça. Mais je suis à l'écoute de ça parce que sinon mon corps va me lâcher et je pourrais pas faire ce que je veux faire. Alors vous avez 2 enfants, je crois. Oui. Ressenti 5, mais ils sont 2. C'est pas vrai. C'est pas vrai, je les embrasse. En plus, c'est les vacances. Oui. Pour moi, c'est les vacances, je suis là avec vous. Oui, c'est vrai, mais où sont-ils? Je sais pas. Comment ils s'appellent? Comment il s'appelle? Non, mais pour peut-être vous voulez pas le dire, hein. Mais en plus, je crois que je l'ai déjà dit. Bien sûr, je l'ai déjà dit. Pour être rapide et efficace et ne pas réfléchir, déjà je leur ai donné un prénom chacun. Ils n'ont pas de prénom. Je plaisante. Ils s'appellent Marius et Chloé. Marius a 5 ans et Chloé 11 ans. Ah oui, c'est des tout petits noms. Des petits grands, quoi. Des petits grands moyens. Est-ce qu'ils viennent parfois dans les coulisses C'est arrivé, oui. C'est arrivé et en fait, je les emmène pas très souvent parce que quand ils viennent, ils ne veulent plus repartir. C'est génial le travail de maman. C'est génial. Et oui, c'est arrivé qu'ils m'accompagnent sur un tournage et ils adorent ça. Comment est-ce qu'ils vivent votre notoriété et le fait, même si j'ai l'impression que vous regardez pas les émissions, enfin vous disiez que vous regardiez pas les. Comment est-ce qu'ils vivent votre notoriété et le fait d'avoir leur maman tous les jours à l'antenne? Ils s'en rendent compte justement si on me reconnaît dans la rue ou en faisant les courses et là alors Marius il fait pas attention à ça. J'ai l'impression que ou alors peut-être ne le réalise-t-il pas encore, il a que 5 ans mais Chloé, c'est vrai que elle m'agrippe un petit peu et je sais qu'elle est fière et elle est contente et en même temps elle se contient un petit peu parce que je lui ai expliqué depuis le début, je leur ai dit, mais encore une fois Chloé est plus grande donc je lui ai dit je lui ai pas dit n'en parle pas, mais je lui ai dit ne prête pas attention à ça. Voilà, ça c'est pas important. Il y a un truc qui est primordial, je pense, c'est surtout à l'époque à laquelle on vit avec la surexposition des enfants très jeunes, les réseaux et tout ça, tout le monde se prend très vite pour une célébrité, tout le monde et je pense que ça peut être dangereux. Alors si en plus la maman de la petite en question passe à la télé et qu'on lui dit je vous adore, je vous ai vu hier soir dans un machin, moi je lui ai dit tout de suite ne mets pas ça en avant. Tu peux dire le métier que fait maman, mais tu dis qu'elle est musicienne. Et après, quand on connaît les gens, ils finissent par découvrir ce que je fais. Et ça se met en place naturellement et c'est chouette. Je dis, mais ça, c'est pas important. Je dis, c'est pas parce que maman est reconnue par quelqu'un que maman est géniale, que maman fait un truc super, que voilà. Et d'ailleurs, on a eu une longue conversation, elle et moi, il y a pas très longtemps, parce que elle m'a posé une question toute mignonne. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous en parle, mais elle m'a dit, tu accompagnais Laurie. Je lui ai fait écouter des chansons de Laurie. Parce que je trouve que les chansons de Laurie sont intemporelles et que si elle sortait aujourd'hui, je suis persuadée du succès qu'elle aurait auprès sur la jeune génération. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et ma fille a grave kiffé les chansons de Laurie, quoi. Elle les chante week-end, voilà. Et elle m'a posé une question, elle m'a dit, mais maman, elle dit, t'as pas été triste d'accompagner Laurie et que Laurie ce soit la star et que sa tête sur les albums et tout ça et toi non. Que toi tu sois un peu plus dans l'ombre. Je lui dis mais je dis pas du tout. Elle dit, ah bon, t'aurais pas voulu, toi, être... Je dis, non. Je dis, pas du tout. J'ai dit, c'est intéressant ce que tu me poses comme question, parce que, tu vois, la sensation d'avoir accompli ou réussi quelque chose, c'est la sensation d'être en phase avec soi, et pas forcément d'être célèbre, visible, voilà. Donc, pour moi, ça n'a aucune valeur. Et j'essaie de lui inculquer ça. C'est important. Vous disiez que, voilà, vous aimez bien... jouer un rôle et on voit que vous êtes vous incarnez plein de palettes vous incarnez une palette de personnages très différents à l'antenne. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions de fiction, de cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter? C'est quelque chose qui me tenterait énormément. Non, je n'ai pas eu de proposition. Et puis si j'en ai pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'ai toujours dans un coin de ma tête et un coin de mon cœur l'envie de jouer la comédie. Alors j'ai la chance de pouvoir le faire dans un de mes 2 spectacles dont je vous parlais tout à l'heure. Mais je suis seule
Alors moi, c'est soit je suis entourée de 150 personnes, soit je suis toute seule. J'adorerais un jour pouvoir vivre l'expérience de donner la réplique à un comédien ou une comédienne. Ça a failli se faire parfois et les projets n'ont pas abouti, mais on a fait appel à moi pour des choses très sympathiques et rien que le fait qu'on ait fait appel à moi, alors je suis hyper contente, quoi. Voilà, après faut lâcher prise, on verra bien ce qui se passera. En tout cas, j'ai toujours aimé jouer la comédie et faire du théâtre. J'en ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune. Il se trouve que les expériences de la vie m'ont plus mené sur en direction de la musique. Et du coup, j'ai mis ça de côté. Mais depuis quelques années, justement pour ce spectacle, j'ai repris des cours, des formations. Et j'en fais régulièrement, justement, avec des stages de formation d'axe de comédie avec Éric Logérias et Nicolas Vaud. Ils me retrouvent quasiment tous les ans pour des formations. Je travaille aussi avec une metteuse en scène. J'ai travaillé avec Marie Guibourg qui m'a aider à aiguiller encore une fois des axes de comédie. Les axes de comédie, c'est le fait de pouvoir endosser un personnage quel qu'il soit et pouvoir être juste dans ce qu'on joue. Alors je travaille, je suis contente, je kiffe, j'adore ça. J'ai pas fait la démarche de trouver un agent ou d'aller taper à la porte des castings. Mais peut-être que ça vous mènera naturellement, peut-être. un peu comme je la musique avant. Exactement. Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. J'étais ravie de faire votre rencontre et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt, Marie-Amélie. Merci à vous. Merci beaucoup, pour votre Magali. Convivialité et vos belles questions. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!